Nous sommes heureux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Impression. Impression, vous le savez, le magazine du livre et de l'écrit que la 2STV vous présente tous les 15 jours. À ce numéro, il y aura de la poésie, comme toujours, avec le dernier recueil de Abdoulaye Fodé John, Pièces à conviction. Ensuite, il y aura des notes de lecture. Nous vous présenterons de la littérature japonaise, un des écrivains japonais les plus talentueux, en tout cas un grand écrivain, et qui aurait même influencé Gabriel Marquez. Il s'appelle Yasunari Kawabata et son livre qu'on nous présente aujourd'hui, c'est La beauté vouée tôt à se défaire. Ensuite, nous aurons une note de lecture, le livre de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, Servir, et aussi une présentation du livre de Tahar Ben-Cheloun, La nuit sacrée, et un autre livre d'André Gide, Les caves du Vatican. Mais en première partie de cette émission, nous allons parler d'un roman, Le Rescapé, son auteur Sidi Bouya Mbaye. Première partie de cette émission Impression, donc discussion autour du roman de Sidi Bouya Mbaye, Le Rescapé. Ceux qui participent à cette discussion, je vous les présente. Il y a Lamine Sène, qui est traducteur-interprète, et Mamadou Dembélé, qui est professeur de français, et l'auteur sur le plateau, Sidi Bouya Mbaye. Merci d'être venu. Alors d'abord, moi je suis heureux de vous retrouver avec ce roman. Je l'ai connu. Le manuscrit, je ne sais pas s'il a beaucoup changé, mais ça fait 20 ans à peu près au moins que vous y étiez venu. Oui, effectivement, mais ce n'était pas Le Rescapé, c'était L'Enfant oublié. Ah, c'était un autre roman. Non, oui. C'est le même, mais L'Enfant oublié, le titre. Le titre qui a changé. En fait, c'est une ébauche, quoi, mais oui. En fait, ça a beaucoup changé. Oui, oui. Alors, il faut dire que vous, Sidi Bouya Mbaye, pour vous présenter, vous avez travaillé dans les ONG, ONGAD, je pense aussi l'action politique, vous avez même un parti politique que vous avez créé, et vous travaillez sur le bureau de l'autoroute à péage, vous êtes chargé de l'information, de l'accueil. Mais surtout, vous êtes non-voyant. Ça vous est arrivé, ça fait longtemps? Oui, plus de 25 ans, un quart de siècle. Oui. Un quart de siècle dans la nuit, je ne vois pas depuis 25 ans. Oui. Et j'ai vu qu'on a écrit ici à la suite d'une séquelle d'une maladie, méningite. Oui, d'une méningite pluripotent pneumocoque, c'est venu il y a 25 ans. Oui. 10 jours de coma, séquelles, perte de vie définitive, cécité. Oui. Mais la perte de vie n'est pas un tas rédhibitoire. Mais oui, la preuve. La preuve. Hein? En quoi c'est intéressant de vous présenter, dire qu'il n'y a pas de fatalité. Hein? Oui. Alors, Le Rescapé, cette œuvre-là, alors ça raconte en gros, c'est l'histoire d'un enfant qui est rescapé du massacre de toute sa famille, son père, sa mère, ses frères. Et ça se passe en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Oui, en fait, on est tenté de... Oui, c'est cela, l'apartheid. Vous décrivez l'apartheid dans ce roman-là. Alors moi, la question que je veux vous poser, avant que je laisse la parole à ceux qui sont chargés de vous cuisiner. Alors, quand on écrit sur l'apartheid, quand même, c'est quelque chose un fait qui s'est passé, ce n'est pas de la fiction. On est obligé sûrement de se documenter. On ne peut pas être dans la fiction totalement. Ah non, pourtant, si. Ah oui? Bah, écoutez, c'est du totalitarisme. J'ai voulu réfléchir sur le totalitarisme, le total pouvoir. Oui. En tant que non-voyant, j'ai voulu taquiner les voyants. Oui. Hein, ils sont tous imbus de pouvoir là, tout pouvoir. Alors que la khawla ou la khawate, il a vu la réalisée. Le pouvoir appartient à Dieu, le pouvoir n'est que délégué. Oui. Alors, je les taquine. Le totalitarisme, un groupe d'une autre race impose la loi totale. Le pouvoir total à un groupe plus nombreux. C'est du total. Oui. Et donc, j'ai été trop marqué par Mandela, comme tous. Mandela, l'immortel, le chant de la liberté et de la justice. Alors, bon, voilà, l'un dans l'autre, on a situé le cadre dans ce contexte qui était très approprié, qui nous a beaucoup marqué. Je me rappelle Mandela en prison, notre jeunesse, notre adolescence, c'est un peu avec ça. Hein? Bon, jusqu'à sa libération en 1994. Et on avait à peu près lu Breton Back, Confidence d'un bébé albinos, etc. Et puis les chanteurs sénégalais avaient beaucoup chanté sur Soweto, Mandela, etc. Et donc voilà, il fallait écrire
sur le total pouvoir et prétexte l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud, un exemple vraiment d'actualité du totalitarisme. Bon, c'est vrai, il y a des recherches, oui, parce que maintenant, le roman nouveau, on n'est pas simplement au ciel, comme disait Sartre, rien n'est au ciel intelligible, on n'est pas simplement au ciel intelligible. Il faut avoir les réalités sur Terre. Bon, donc, faire des enquêtes, oui, c'est vrai, il y a toute une documentation par rapport à ce pays. Mais ce pays ne s'appelle pas l'Afrique du Sud, que je sache. Je l'ai appelé Nonbi. Oui, j'ai pensé à Namibie, moi. Nonbi, c'est quoi? Nonbi en Wolof, c'est l'ennemi. Oui, l'ennemi, évidemment. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ma capitale s'appelle quoi? Not. Oui. Notangé. Oui. Alors, hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous dites simplement qu'en fait, que c'est un prétexte Oui. pour une grande réflexion. Oui. Il Sur, décrit quand même le travail des Noirs, ce travail qui les crève dans les mines. Il décrit comment les Blancs les maltraitent, les tuent, les battent. Ils n'ont aucun droit. Oui, et c'est la réalité. Mais c'est Émile Zola, en terminale. Oui. On a étudié Émile Zola, germinal. Lui, il a parlé du charbon, moi j'ai parlé de l'or. Et de ce point de vue, il ne peut pas parler de prétexte, hein, vous l'avez souligné tout de suite. Oui. Il parle de faits qui sont réellement passés. Et de ce point de vue même, le roman cesse d'être un documentaire pour devenir un témoignage. Donc, ce dont il parle ne peut en aucune façon être un prétexte, même si on voit à travers la réflexion philosophique sur le pouvoir, sur la violence, sur tout ça. Et puis tout de suite, il a parlé de Sartre. Ben, c'est une, je dirais, c'est une mauvaise référence pour quelqu'un qui parle de religion dans son livre, parce que Sartre, c'est l'archétype. C'est celui-là qui symbolise même la négation de Dieu. Oui. Alors, il ne peut pas être une référence pour vous. Mais du point de vue justement esthétique, simplement, pour en revenir à cela, ici, on ne peut pas parler de prétexte, puisqu'il s'agit de parler de faits qui se sont réellement déroulés, dans un espace que tout le monde connaît. D'ailleurs, je le disais tantôt, Tossoé, c'est l'anagramme de Soweto, ça c'est clair. Hein? Tout le monde vous avez parlé de township, etc. Donc là, vous êtes soumis à une contrainte beaucoup plus grande. J'allais dire la contrainte de dire la vérité, de dire les faits, d'être conforme à ce qui se passe. Mais maintenant, il y a la possibilité justement d'en déduire énormément de choses du point de vue de l'interprétation que vous pouvez faire de ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas quitter ce qui s'est passé et considérer cela comme un prétexte. Au contraire, ce sont des faits qui vont s'imposer. Je vais vous surprendre, M. Dembélé. Je vais vous surprendre. Je vous assure. Là, il y a un mois, j'ai suivi un truc sur un documentaire sur l'Afrique du Sud. Où on parlait de la lutte de Mandela. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. C'est comme si j'avais vécu cela pour écrire cela. En fait, les faits, c'est pratiquement un peu la même chose. Vous avez raison de le dire. Mais je peux vous assurer que je connaissais ni Dada, ni DFC sur cette réalité. Donc, mais voilà la puissance du romancier, de savoir se transposer dans un endroit dont il a simplement entendu parler pour en exprimer la réalité. Mais ça, il n'y a que la littérature qui puisse le faire. Et de ce point de vue, vous êtes un génie. Ça, il faut le concéder. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui m'a reçu le 25 juillet terrible, avec un de nos serviteurs, Lamine Sen. Ben, ça y est, dans le net, dans Facebook. Il disait quoi? Mais demandez ce qu'il disait. Pour lui, il avait affaire à Mandela. Mais vous n'avez jamais été en Afrique du Sud. Alors, jamais. Alors, lui, il était convaincu que j'étais en Afrique du Sud. Lamine Sen, il confirme ce qu'on dit. Et puis, quand même, alors, il y a aussi quelque chose. Mandela a vraiment capitalisé tout l'intérêt des gens sur l'Afrique du Sud. Vous vous rappelez, quand il était en prison, les concerts qui étaient un peu donnés un peu partout dans le monde, Free Mandela. Et puis, et cette histoire-là, pour les gens, c'est un peu... Les jeunes d'aujourd'hui, il faut leur dire qui est Senghor, ils ne savent pas. C'est comme l'apartheid. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que Mandela est sorti de prison. Témoignage. Oui. Il est en train de témoigner sur la... Et son Mandela, à lui, ce n'est pas un seul personnage. Il est éclaté en plusieurs personnages. Disons, tous les personnages, entre guillemets, positifs de ce roman sont des Mandela. Et il réalise une dimension de Nelson Mandela. Je suis très fier d'intervenir sur ce plateau. Et je peux vous dire que, par exemple, ce roman est quelque chose de très important. Parce qu'à un certain moment, quand on a été voir son Excellence, monsieur l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Sénégal, on lui a parlé du livre et en certain moment, quand il a lu le livre, il s'est rendu compte que, par exemple, qu'il a même témoigné devant M. Sidis Mbaye, son fils, que, par exemple, vous avez un Mandela devant vous. Donc Mandela est pratiquement partout. On ne peut pas parler d'apartheid, de ségrégation raciale sans parler de l'Afrique du Sud. On a eu au Sénégal des chanteurs qui ont chanté sur Mandela, mais jamais dans l'histoire de notre
dans notre histoire, on a eu des gens qui ont écrit sur Mandela. Donc, il fait partie des rares Sénégalais qui ont écrit sur Mandela. Et aujourd'hui, ce livre aussi qui parle d'un rescapé, d'un jeune qui a subi la ségrégation et qui a subi la brutalité, la mort de ses parents, et qui s'est battu, il s'est battu pendant tout au long, tout en sachant que, par exemple, que la vie ne s'arrêtait pas à ça. Ce qui m'intéresse encore dans ce roman, c'est qu'à certains moments, on savait que, par exemple, l'apartheid, la ségrégation raciale n'est jamais... C'est un combat à l'infini que nous avons mené, nous tous. On a tous vécu ces histoires. On a vu l'histoire aux États-Unis des races, les races noires. En Europe, les ethnies minoritaires, ce qu'ils sont en train de subir. Donc, pratiquement, c'est partout dans le monde. Et c'est un combat qu'il faut mener jusqu'à l'éternité. Ah oui. Je disais que oui, vous l'avez bien campé, parce que c'est un combat éternel. Vous vous rappelez la dernière note, lorsque Yaka, président, disait « Oublieront-ils un jour où le combat sera-t-il éternel, race contre race, jusqu'à la fin de l'humanité ?» Et la fatigue que portent ces enfants, c'est le dernier passage, je crois, c'est le dernier... Et la fatigue est à l'infini, c'est la dernière ligne. Oui, tout à fait. Bon, mais, monsieur, mais le livre, Mandela est le premier dédicataire de ce livre. Il ne faut pas l'oublier. Hein. J'ai dédié ce livre au peuple sud-africain, à Mandela, pour l'ensemble de son combat pour la liberté, la justice et la paix. J'ai dédié ce livre à l'ensemble des opprimés de la terre et à l'ensemble de mes frères handicapés qui vivent quelque part une haute apartheid dans nos pays. Pour dire simplement qu'en fait que s'il est vrai que Dembélé a raison, il n'a demandé néanmoins pas que ça a été un point de départ pour aller vers une grande réflexion, pour situer l'homme dans ce chaos. Parce que nous vivons un chaos dans ce monde. Oui. Il n'y a plus de repères. Oui. Alors, c'est quand même un roman sur la violence. L'apartheid étant, c'est une violence, mais aussi les gens qui se défendent aussi. Ils sont violents. Ils sont violents. D'ailleurs, Moïse, le premier personnage que nous découvrons, il va être un chantre de la violence en disant que, à peu près, je résume, que lorsque la violence est justifiée, elle n'est plus violence, elle est un acte de liberté. Voilà sa conception de la violence. Mais pour parler de Moïse, je vais retourner toujours à la dimension esthétique. Le personnage de Moïse apparaît, il est au centre des événements sur pratiquement 3 chapitres, 3 jusqu'au 4e chapitre. Et là, ensuite, intervient son fils, Yakar, qui va venir et qui va prendre la relève. Donc, en fait, si on considère bien, il y a 2 personnages principaux. Première chose. Pour ce qui va un peu perturber le lecteur, parce qu'il ne sait pas. Mais quel est le personnage qui porte le message du romancier? Qui est le héros? Ça pose énormément de problèmes. Qui est le héros? Deuxièmement, du point de vue même purement esthétique, un roman progresse, en tout cas l'histoire romanesque progresse sur 3 étapes: l'incipit, l'intrigue et l'épilogue. Et là, justement, Moïse, toute la partie qui concerne Moïse semble être l'incipit. Mais c'est extrêmement long de ce point de vue. Et l'incipit doit fonctionner comment? Comme une sorte de contextualisation de l'histoire. Et de ce point de vue, avec ce que j'ai vu comme véritablement fourmillement de l'expression de l'imagination, on aurait pu avoir 2 romans ici. 2 romans. Le premier roman autour de Moïse et le deuxième roman autour de son héritier Yakar. Donc, il y a lieu justement de revenir un peu, je ne parlerai pas de l'orthodoxie stylistique, mais un roman a ses exigences, on ne peut pas le nier. Quand vous écrivez une lettre administrative et une lettre familière, mais vous êtes soumis à des exigences. C'est la même manière, quand on écrit une œuvre littéraire, quand on choisit un type littéraire, un genre littéraire, mais forcément on est soumis à des contraintes. Et justement ici, la contrainte de l'incipit n'a pas été tellement respectée. Mais la dernière fois, on en avait parlé avec le roman, comment il s'appelle encore? Non mais là, monsieur Dembélé... Et là, le reproche, il faut le faire. Non, là, Dembélé, je peux peut-être vous arrêter, peut-être pour beaucoup plus de compréhension. Tantôt, vous disiez que Mandela, du moins, c'est mon Mandela à moi, et dans tous les personnages. Quelque part, il y a une contradiction. Parce qu'il est donc dans Moïse et dans Yakar. Alors, retrace l'histoire, parce qu'on m'a dit que les faits sont sacrés. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Pendant 27 ans,
un homme qui a servi de modèle, de repère pour nous, a été bloqué dans un espace réduit, une prison. Ça, c'est l'histoire. Non, je vous raconte. C'est l'histoire. Non, mais la structure même de l'histoire, je vous explique, monsieur. le genre Je vous explique. C'est-à-dire l'histoire de l'Afrique du Sud, autour de Mandela, c'est 27 ans de privation de liberté. Ensuite, un temps, et l'Afrique du Sud de Zuma, qui se prolonge, qui se continue à l'infini. Donc, c'est l'histoire de l'Afrique du Sud résumée en deux phases. Le Moïse à moi, qui est Mandela, 27 ans de privation de liberté, c'est 27 ans de non-vie. Vous êtes d'accord avec moi? L'absence totale de liberté, l'aliénation totale dans le cadre de, sous l'autorité de Goélé, ça c'est ce qu'on appelle l'absence. Il subit. Et donc, pendant 27 ans, il a subi. Disons, pendant 27 ans, il est mort. Et lorsqu'il renaît, en 1944, se libérer, il renaît sur autre chose en tant que président, d'Ouyakar. C'est un autre combat qu'on mène. Et tout le combat des Desmond Tutu, de ses alliés qui étaient au dehors, est lié à son combat à l'interne. Alors, Moïse sacralise tout ça. Autant l'autre Yakar qui est bloqué dans une prison, et à travers ce point, il devient espace, parce qu'il devient le centre d'une action explosive autour d'autres relais, d'autres bras. Winnie Mandela, Desmond Tutu et autres. Et lorsqu'il sort de prison, il est président, une autre action. Oui. Mais là, il sort de la mort pour venir dans la vie. Oui. J'ai tué, disons, Moïse, pour donner à l'autre toute la place, pour qu'on puisse dépasser, parce qu'il fallait effectivement dépasser. C'est que Mandela, c'est à quoi nous avait invité. Sa nation arc-en-ciel, c'était quoi? Le dépassement des clivages raciaux. Il dit oublier. Il avait certes un devoir, il fallait pardonner et dépasser. Il ne fallait pas être revanchard par rapport à des situations abétisantes. En tant que sage, il a pu dépasser cette contrainte. C'est en cela où c'est écrit comme ça, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Hein. Quand il s'agit du contenu, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, quand il s'agit de la porte d'entrée dans l'histoire, voilà là où ça pose problème. La porte d'entrée dans l'histoire, c'est l'incipit. Il faut justement que l'incipit soit cadré, parce que c'est une exigence du genre romanesque. On ne peut pas écrire un roman sans incipit, sans contextualiser. Et la contextualisation, justement, ne peut pas s'étendre et raconter l'histoire d'un personnage, qui n'est pas, en définitive, le personnage principal, puisque l'épilogue, ça va s'exprimer avec le personnage. C'est pas le personnage principal. Très bien. Alors, oui, alors, ça c'est tout un débat. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Alors, il y a quand même, comme je disais, la violence. Alors, il y a quand même des situations qui sont là-dedans. Justement, ce jeune homme, non seulement il devient président de la République plus tard, parce que, oui, on peut il a dit l'apartheid, mais en attendant, il est devenu en même temps aussi une sorte de chef spirituel de son peuple, n'est-ce pas? Mais là, oui. Non, il a fait quelque chose de fantastique. Là, même s'il y a de petites difficultés, c'est l'introduction du merveilleux dans le genre romanesque, qui, par essence, est vraisemblable. Mais en plus, la réalité, un moment, comment être président, comment être un président de la République? Parce qu'il se pose la question de dire que lui, il est une sorte de chef chef spirituel, il est chef d'État, il a été révolutionnaire, il est mari, il est père, alors qu'il devrait être le mari de toutes les femmes, le père de tout le monde. Alors, c'est comment un chef d'État le leader doit en ce moment-là se détacher par rapport. Je pense que c'est la question qu'on peut se poser. Dire là. Je dis qu'en fait, parce que là, c'est le sacré chez l'Africain. Bon, la pensée africaine, on est en Afrique. Hein. Il y a du syncrétisme quelque part. Mélange d'objectivité et de subjectivité. Bon, objectivement, il a été formaté par son père et par Socrate, mais subjectivement, il appartient à un espace africain, l'espace des Kassa, avec nos réalités. On les rencontre partout en Afrique, hein, en Casamance, un peu partout, etc. Et donc, que le Krumbi, ce personnage messianique qui polarise l'ensemble des pigeons du peuple Kassa, ait existé, bon, c'est un peu tous ces rois-là en Afrique australe, etc., bon, qui sont à la fois, qui sont fondamentalement les gardiens donc, des traditions sacrées. Et lorsqu'il a été élu Krumbi par le jeu de l'écriture, c'était une situation intéressante. Parce que vous vous rappelez, il était dans une situation inconfortable. Il a assisté à la mort de ses parents à 14 ans. Et je disais ainsi
sur une page blanche d'un soleil de 14 printemps, le Dieu d'une bonne d'incruster en l'autre de sang, le mot. Ça, c'est la dimension poétique du roman. L'innocence perturbée. Le doute et la question prenaient toute signification dans l'esprit pur de cet enfant. L'élan d'une jeunesse, l'élan d'un rêve brisé. Ce rêve brisé a été reconstruit déjà par Socrate, d'une manière présente, mais ensuite par peut-être Aurore, son amour, et autres, et qui lui ont permis, à un moment, lorsque Socrate, qui, comme Moïse, vous aurez pu me dire aussi, pourquoi tuer Socrate? Mais je l'ai tué, non, parce qu'à un moment, rien n'est au ciel intelligible. Hein. L'homme de race, bon, je suis plus ou moins, alors là, il fallait mettre Yakar en situation. J'ai tué Socrate, qui pesait trop lourd sur le roman, trop de sagesse. L'homme n'est pas seulement que sagesse, l'homme est animal. Alors il fallait essayer de voir quel était le résultat de ces influences sur Yakar. Et à ce moment, Yakar, face à la situation, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai tué Socrate. Je le mets dans une situation encore impossible. J'ai tué son père, sa mère et Socrate. Et Michael qui lui dit, mais viens avec moi dans la ville. Pour, comme tout le monde l'aurait souhaité. Il y a le luxe, il y a tout. Parce que Michael Blyden est un grand avocat. Voilà. Mais non, il refuse. Et alors, à ce moment, cette rupture avec ce Krumbi-là, c'est-à-dire, il est devenu Krumbi par le jeu romanesque qu'on ne décrit pas. Bon, c'est très facile, en fait, avec tout ce que l'on comporte sur la mythique africaine, le mystique, le mystère et autres. Et donc, à partir de ça, il s'est dit que, mais tiens, c'est une situation favorable qui me tombe comme ça du ciel. Autant... Alors, oui, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce qu'il est en train de dire, c'est lui, l'interprétation qu'il donne de l'histoire qu'il a inventée. Bien sûr. Ça, c'est son interprétation. On parle du roman M. Dembélé, on n'est pas hors du roman. On se base sur la réalité concrète. La réalité concrète, c'est le roman. Par exemple, la mort de Socrate, pourquoi Socrate meurt? Moi, je considère... Il faisait beaucoup qui parlaient de Dieu, qui parlaient... Moi, je ne considère pas qu'il soit un poids. Mais au contraire, on a le sentiment que Socrate a achevé l'enseignement de Yakar. C'est pour cela qu'il doit disparaître. Pour laisser maintenant Yakar face à la vie. Voilà une autre interprétation de Socrate. Alors, tant plus que Socrate, la parole, il faudrait quand même donner la parole. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis qu'il n'a pas parlé. Il est un vieillard déjà, Socrate. Donc, pratiquement, il est à l'article de la mort du point de vue de son âge. Donc, de ce point de vue, il y a énormément de paramètres, justement, qui font que quand Socrate meurt, ça ne surprend personne. Maintenant, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se détruit. Il ne faut jamais dire avec lui. Il faut jamais dire ça en Afrique. On est dans la fiction. On est dans la fiction. Oui, mais si on revient encore à la situation en Afrique du Sud, à sa réalité, on voit finalement que c'est un roman sur l'Afrique du Sud, sur l'apartheid. Même ces blancs libéraux, ils ont existé. Ils ont existé. Et puis même cet amour entre ces deux races, ce n'est pas une transgression, mais aussi c'est une manière aussi de lutter contre l'apartheid. Toutes ces situations-là sont évoquées là-dedans. L'amour est interdit dans ce système. Oui, mais en fait, il a existé. Mais il a existé. Voilà, vous l'avez fait exister. C'est pour ça qu'il y a eu des métis. Javier Hollande, vous vous rappelez, madame? Il a existé entre blanc et noir. Sa sœur qui était en Afrique du Sud, lorsqu'il a été en Afrique du Sud par sa belle-sœur, il nous a raconté. Il avait dit que ce n'était pas possible. Et toujours à propos de métissage, vous avez laissé entendre de façon très claire que l'avenir est dans le métissage biologique et culturel. Mais justement, et surtout en faisant référence à Senghor. Oui, mais quand Senghor parle de métissage biologique, il ne parle pas du noir et du blanc. Et ça aussi, il faut... Mais vous avez accaparé la parole, je voudrais entendre quand même. Alors, s'il vous plaît, parce que il ne faut pas être trop réducteur. Non, mais c'est pas des races, simplement. Non, vous avez parfaitement raison. Mais il suffit de clarifier. Parce que... Clarifier quoi? On a tellement jeté l'opprobre sur Senghor, quand il a dit que l'émotion est nègre, la raison est laine, mais pratiquement on l'a charcuté. Alors que c'était l'expression d'une incompréhension de ce que disait Senghor. Laissez Lamine Sène intervenir, vous l'avez évité et vous le privez de parole quand même. Non, mais parce que Michel Dembélé est trop savant. Moi, je vais juste intervenir là où Saul Platch, le premier secrétaire général de l'ANC, la parole qu'il avait, il avait incité aux gens, par exemple, de mener un combat contre l'apartheid. Pour mener ce combat, il y a des préalables. Les préalables sont quoi? Il y a des aspects sociaux, culturels qu'il faut combattre. Et puis, par exemple, ce livre parle de la démocratie. Il parle de tout. La démocratie, la violence, l'apartheid. Et aussi de l'aspect social qui est intéressant sur ce livre. On parle de la démocratie en Afrique du Sud, vous savez qu'on a vécu des moments très, très, très difficiles pendant l'apartheid. Là où Mandela était en prison pendant 27 ans, les gens, les Winnie Mandela, les Desmond Tutu se sont battus
Je me rappelle en 2005, quand Mandela s'est fait, après avoir quitté le pouvoir, en 2005, même les Anglais, à l'époque, il y avait David Blanquette qui était ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tony Blair, qui s'est battu pour que le statut à Trafalgar Square de Mandela soit implanté sur ce truc-là. Donc c'est un combat qu'on a mené, qu'il a mené. Il faut lui vouer ce courage, autant pour moi, et aussi au peuple sud-africain. Et vous savez, nous avons d'excellentes relations entre le Sénégal et le peuple sud-africain. Je me rappelle même quand on avait l'acte qui a été signé entre l'ANC et le pacte a été signé ici à l'île de Gorée. Donc c'est quelque chose de très important. Il faut ramener les pays. Le livre parle de cela, de la démocratie et de l'Afrique, de l'intégration africaine, qui est très importante. Alors, pensez-vous que... Panafricanisme, pour lui, c'est les cercles concentriques. Il faut commencer d'abord tout de suite, et c'est cela, peut-être le courage que les... Pensez-vous que cette histoire-là, quand même, comme je disais, je l'évoquais tout à l'heure, ce livre, Raconter l'apartheid, c'est sûrement pour les jeunes générations, c'est ceux qui savent pas. C'est un témoignage, justement. Oui, c'est un témoignage. C'est un véritable témoignage. Et même, excusez-moi, c'est-à-dire, là, je dis, il y a une dimension fantastique dans le roman. Et surtout quand on sait que, je sais que vous n'avez pas été mineur, ça c'est évident. Vous n'êtes jamais descendu dans les entrailles de la terre. Mais quand il dit la mine était étagée, il fallait remplir les traîneaux des débris rocheux, puis les pousser jusqu'à un espace aménagé au fond où des grues les remontaient. Le plus dur du travail se faisait à l'extraction. Là, les haveurs maltraitaient la roche à coups de perceuses électriques et de marteaux-pilons dans des tunnels creusés perpendiculairement à la cage de l'ascenseur. D'autres mineurs, à côté, la pelle à la main, remplissaient les traîneaux que les herscheurs poussaient sur les rails jusqu'au dépôt. À ce niveau de profondeur, il était fréquent, malgré la minutie et le savoir-faire des ingénieurs, que par endroits, des hommes restassent ensevelis. Et souvent, dans ces cas, c'était la mort. Sitôt que les grues remontaient, la boue précieuse, un mélange de différents éléments rocheux, dont les pépites, la deuxième équipe s'activait. Mais c'est fantastique pour quelqu'un qui n'est jamais... Zola, en écrivant Germinal, mais a amassé énormément de documentation sur les mines. Il est allé visiter les lieux, mais lui, il ne l'a pas fait. Mais ça rappelle un peu Zola. Il a imaginé... Ah oui. Mais c'est une réalité, une réalité concrète. C'est-à-dire, on crée quelque chose. Et puis, comment s'appelle l'endroit où les gens se défoncent à l'alcool, l'abreuvoir, qui rappelle un peu l'assommoir des Jordans. Oui. Alors, ce que je veux savoir par rapport au premier manuscrit, quels ont été les changements qui ont été apportés? La situation a évolué. Oui, parce que c'était l'enfant oublié, c'était comme ça. C'est-à-dire, un enfant, ses parents, OLRN, contradiction, prolongement de la politique par la violence, bombe posée, mort d'homme, répression. Un enfant est là, il a été oublié. Mais ce n'était pas un enfant oublié, après réflexion. Il était là, il a assisté à la scène. Si les soldats savaient qu'il était là, il allait le liquider. Mais non, il ne savait pas qu'il était là. Vous avez vu? Et donc, lorsqu'il a sauté sur l'arbre pour regarder, mais c'était un témoin. L'agresseur ne savait pas qu'il y avait un témoin oculaire. Sinon, il aurait été vu et être liquidé. Donc, pour dire simplement comme quoi qu'en fait que... Bon, c'est à ce niveau simplement. C'est cette trame-là qui a été préservée, mais le reste, ça a totalement changé. Alors, c'est l'apartheid qui vous a intéressé. Est-ce que vous allez écrire Sidi Bouyamba ou autre chose? Est-ce que vous allez non, je suis en train d'écrire La Longue Nuit. Ah oui. La nuit, je suis dans la nuit depuis 25 ans, je vous disais. Je dis que le jour précède la nuit, n'est-ce pas? La nuit n'est qu'une conséquence du jour. Et Mouchier Demblé me disait qu'on ne réfléchit pas mieux, on réfléchit mieux dans l'obscurité, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans cette nuit, je disais que le jour précède la nuit n'est qu'une conséquence du jour. Je me suis interrogé, y a-t-il possibilité de jour sans nuit? Je ne le pense pas. Mais de nuit sans jour, oui, une longue nuit. Je suis dans cette nuit depuis 25 ans. Mais la nuit est merveilleuse, n'est-ce pas? Oui. Elle est fantastique. Elle est fantastique. Voilà. Mais justement, et puis... nous sommes à la fin, là, vraiment. Oui. Mais je voudrais simplement... Donc, il y a beaucoup de choses... Mais attirer l'attention des éditeurs sur un fait. Par exemple, un roman comme cela, à certains endroits, a été déprécié à cause des cookies qui se sont glissés dans l'imprimerie. Et ça, c'est dramatique. Et ensuite, aussi, du point de vue lexical. Il faut que les éditeurs, que les maisons d'édition s'attachent les services
de correcteurs. Ça, c'est évident. Oui. On ne peut pas déprécier une œuvre de cette nature-là parce que simplement, on a répondu des choses. Par exemple, il a utilisé le verbe agonir, mais dans un contresens. Oui. Ouais. Ça, très bien. Agoniser, agonir, c'est un verbe transitif, donc, qui est suivi d'un complément d'objet, et qui veut dire accabler de. Et qui n'est pas agoniser, qui veut dire être à l'article de la mort. Très bien. Voilà, nous sommes à la fin de... Merci. On attend le prochain, il sort bientôt? Ah oui, pour bientôt, on est déjà très avancé là-dessus. Oui. Bon, il me faut des nègres, vous savez, il m'en faut beaucoup pour écrire. Alors vous ne voyez pas comment vous écrivez? Ah voilà, il me faut des nègres, j'ai épuisé tellement de nègres. Oui, nègres, celui qui écrit. Oui. Bon, c'est-à-dire, chaque fois que l'occasion est là, présente, bon, écoutez, on prend une feuille et j'écris. Oui. Bon, la réflexion, elle est là, permanente. Oui, je pose la question, j'ai vu Roger d'Orsainville, qui était devenu aveugle, qui était directeur littéraire au NEA, qui corrigeait, on lui disait les textes et il disait telle ligne, on peut corriger comme ça. Donc, comme vous dites, tout est dans la tête, c'est pas parce que... Mais pourquoi vous n'utilisez pas l'ordinateur? Voilà, nous sommes... Sidi Bouya Mbaye, merci d'être venu nous parler de votre roman Le Rescapé. Merci Mamadou Dembélé, qui est venu très critique sur ce roman aussi. Et Lamine Sène, je suis désolé, ils ne vous ont pas laissé la parole. Ils ont tout accaparé. On aura sûrement l'occasion de nous retrouver peut-être. Voilà. Et nous passons à la deuxième partie de cette émission. Merci. À présent, nous arrivons à notre séquence des textes choisis, nos notes de lecture. Nous commencerons avec l'écrivain Ahmed Guissé, qui est l'auteur de Femmes aimantes, femmes dévouées, et puis L'Une magnifique, qui vient nous parler, qui est grand lecteur. Pourquoi il revient souvent sur ce plateau, d'ailleurs, pour nous faire des notes de lecture. Et là, vous nous parlez du livre magnifique de Tahar Benjeloun, La Nuit sacrée, et puis aussi ce livre d'André Gide, Les Capes du Vatican, la symphonie pastorale. Voilà. Alors on commence par Tahar Benjeloun, qui a eu le concours en 87 avec ce livre-là, La Nuit sacrée. Merci beaucoup, Sada, de me permettre de revenir sur ce plateau pour parler de deux livres magnifiquement émouvants, La Nuit sacrée de Tahar Benjeloun et la symphonie pastorale d'André Gide. Deux livres magnifiquement émouvants parce qu'en filigrane et en dernière analyse, on retrouve un thème qui est commun là-dedans, c'est l'amour. Inachevé chez l'une des héroïnes et retrouvé chez l'autre après une descente aux enfers. La Nuit sacrée de Tahar Benjeloun est un livre extraordinaire. C'est-à-dire c'est un livre qu'on ne peut pas lire seulement et en fait, on peut le comprendre sans aussi en référer à l'autre qu'il a écrit en 85 qui s'appelait L'Enfant de sable. Et La Nuit sacrée est pratiquement une suite de L'Enfant de sable, parce que L'Enfant de sable décrit l'histoire d'Ahmed, cet enfant né fille, mais qu'on a voulu maintenir comme un garçon, mais raconté par d'autres, alors que dans La Nuit sacrée, c'est Ahmed qui prend la parole, Zahra, pour raconter son histoire. Et là, elle est au crépuscule de la vie, elle a envie de se libérer. Et comme elle le dit elle-même, une mémoire remplie de silence et de regards arrêtés, c'est comme un sac de sable. Il faut le vider, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est la vérité. Il faut qu'elle fasse la vérité. Et en fait, c'est l'histoire d'une identité cachée, exactement, n'est-ce pas? Et en même temps, identité cachée, une fille transformée en garçon. Exactement. C'est un peu ça le thème. Exactement. Zahra est la 8e enfant d'une famille qui comptait déjà 7 filles. Et le père, avec un certain niveau de prestige, avait voulu insister pour que l'enfant à naître le 8e soit un garçon, quoi qu'il en soit. Et à la naissance de l'enfant de Zahra, le père décréta que l'enfant est un garçon, bien qu'il soit né fille. Et ça nous rappelle un peu, ça remonte, tu sais, dans les civilisations arabes lointaines, les enfants, les filles qui naissaient étaient même parfois enterrées. Et je pense qu'il a fallu l'avènement de l'islam pour bannir ça. D'ailleurs, même à ce titre, je pense qu'il y a l'excellent livre qui vient de sortir de, comment dirais-je encore, Marek Alter,
qui écrit sur les femmes en islam, une trilogie où le premier tome vient de sortir qui s'appelle Khadija, ou les femmes en islam. Il remonte à ça qui a été l'apport de l'islam en islam. Et je pense que l'islam donc a été plutôt un vecteur vraiment de libération de la femme. Et ça a permis quand même de revenir. Et donc c'est dit que bon, c'est un conte qui revient de cette époque ancienne. Zahra, née fille, a été cachée vraiment par ce père qui a voulu un garçon. Et le père maintenant, la veille de la nuit du destin correspond à la nuit de la noce sacrée, que la nuit du destin correspond à la nuit du destin, cette 27e nuit du mois de Ramadan qu'on appelle le Laylatul Qadr. C'est cela. Où le père mourant a voulu vraiment libérer sa conscience et révéler à tout. Et c'est à cette nuit que le père appela la fille Ahmed Zahra pour lui demander, se confesser à elle, pour demander le pardon, parce qu'il faut partir léger, non? Et lui demander de prendre sa véritable identité et de quitter la famille, et de partir. Oui. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on enterre le père, il y a une sorte de... quoi dire d'enchantement, parce qu'elle est enlevée par le chevalier. Voilà, exactement. C'est une scène extraordinaire. Exactement. Oui. L'enterrement du père, elle est enlevée par un chevalier. Voilà, qui l'emmène dans un pays imaginaire. Voilà, un pays imaginaire où ne vivent que des enfants. Un pays où l'oubli est régi en règle. C'est-à-dire que c'est un pays où on réinitialise vraiment les consciences. Et ce truc est imaginaire, mais la symbolique est très forte parce qu'il nous renvoie à notre situation de nous tous. Ce pays imaginaire n'existe pas, mais existe en chacun de nous. Oui. Et ça revient un peu au livre qui a été présenté précédemment, Les Rescapés. Oui. Parce que l'auteur nous rappelle qu'on est des rescapés, nous tous. Oui. Nous tous. Oui. Donc dans ce truc qu'il présente, ce livre. Mais ça a été le début de déclenchement, parce qu'après cela, et à la veille de l'Aïd, Zahra va retourner sur la tombe de son père pour enterrer les habits qu'on l'obligeait à porter. Parce qu'elle était toujours en pantalon, en chemise, une bandeau pour rétrécir les seins et tout ça. Et donc on l'a obligée à dire qu'elle va déterrer, ouvrir la tombe de son père et entourer tous ses objets. Pour maintenant repartir. Et bizarrement, c'est là après qu'elle rencontre un homme dans les bois. Et cet homme sans visage qu'elle ne connaît pas. Mais c'est cet homme, elle va s'offrir. La première acte sexuelle qu'elle va faire, elle va s'offrir à cet homme qu'elle ne connaît pas. Et comme elle le dit, ça avait l'air de la caresse d'un poignard dans le dos. Donc c'est là où c'était. Mais je pense que l'histoire la plus intéressante dans cette histoire de la nuit sacrée, au-delà de faire extraordinaire du conte, c'est cette histoire d'amour extraordinaire qui s'est nouée entre Zahra et le consul. On l'appelle le consul. Le consul, c'est un homme qui avait non-voyant, à qui sa sœur avait donné le nom de consul parce que ça correspond à la fonction qu'elle voulait qu'il occupât dans l'avenir et qui a été rejetée par la maladie. Et ce consul, cette dame, qu'on appelle l'assise dans le film, dans le roman, parce que l'officier est impressionnant, qu'on appelle l'assise, donc va recueillir cette femme, et Zahra, et la mettre en relation pour s'occuper de son frère. Et de là, il y a une histoire d'amour extraordinaire qui va naître entre eux. Et c'est pourquoi je disais ça à l'introduction, c'est l'histoire d'amour retrouvé après vraiment une traversée des déserts. Et puis en fin de compte, ça a des allures de conte oriental, vraiment. Ouais, mais en fait, c'est un conte oriental. Ce livre, c'est un conte oriental. Et vous savez, le peuple, les pays arabes, le peuple arabe est peuplé de contes, l'imaginaire. Et ça nous rappelle un peu les Mille et une nuits. Quand lui est minuit, on se rend compte comment Scheherazade a pu vraiment captiver 1001 nuits durant l'attention du roi Shahriar, du sultan Shahriar. C'est un conte arabe qui a été fait, mais je pense qu'au fond, la trame, au fond, ce que j'en tire, c'est une très belle histoire d'amour. Oui. Une très belle histoire d'amour, vraiment, qui est là, qui est en fait la trame. Et même, je me rappelle, Tahar Benjeloum, dans une des collections, il insiste cependant, à l'adresse des lecteurs, il insiste surtout sur l'aspect de cette histoire d'amour entre le consul et Zahra. Alors, si tu veux maintenant, Ahmed, on va parler un peu parce que le temps court, vous n'avez que 10 minutes chacun. On va parler du bouquin, du livre d'André Gide, de la symphonie pastorale. Hein? Oui. Et je dis toujours que ce livre, le titre est magnifique, la symphonie pastorale. Mais alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une fille aveugle. Oui, c'est l'histoire d'une fille aveugle qui a été recueillie par un pasteur. Voilà. Une fille aveugle qui est née et grandie avec une tante sourde-muette, mourante et morte à la fois, et qu'à cette occasion qu'un pasteur l'a recueillie pour l'amener chez lui. Et se poser la question, que faire? Alors qu'il ne pouvait pas laisser cette âme seule. Et là, ça nous rappelle Victor Hugo, La cabane du pauvre.
C'est un peu la même chose. Et là, il l'amène chez lui, et avec l'idée comment dirais-je, l'idée de la prendre, de l'adopter comme une fille, de la mettre dans des conditions normales, et même lui trouver un nom, parce que cette fille jusqu'à là n'avait pas un nom, elle lui trouve un nom en famille, elle l'appelle Gertrude. Alors, cet enfant va grandir avec la vie en famille, va apprendre, retrouver le langage humain, et c'est à une ronde d'une symphonie pastorale qui est certainement inspirée de celle de Beethoven, que tout le monde connaît. Moi, j'adore la 5e, lui, il adore la 9e. L'homme en lutte contre son destin. Alors, c'est là où vraiment la personnalité de cet enfant se révèle extraordinaire, et le regard du pasteur sur la fille change automatiquement. Oui. En fait, en quelque sorte, elle renaît, comme dans Zaha. Voilà, exactement. Elle renaît à la vie. Voilà, elle renaît à la vie, exactement. Voilà, le regard change de la fille, et le regard du pasteur change sur la fille, et des sentiments naissent. Mais à ce moment aussi, d'autres sentiments naissent. C'est son fils Jacques qui est aussi amoureux de la fille. Et quand le père le découvre, écoute, il en est vraiment complètement remonté contre son fils. Et il lui dit même, on ne prend pas quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et il le chasse de la maison, et le fils va partir. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans cette symphonie pastorale, elle retrouve la vue, et là, elle n'est pas joyeuse. C'est ce que disait un peu Sidi Bouya, mais non, elle a regretté de voir, voilà, curieusement. Elle a regretté de voir. Elle a regretté de la nuit dont parle Bouya. Voilà. Ça ne l'a pas enchanté. Ça ne l'a pas enchanté, c'est tout ça. Elle est sortie de la nuit et ça ne l'a pas enchanté parce que le regard s'est posé sur la femme du pasteur, la douce, charmante Amélie. Mais quand elle a regardé la femme du pasteur, elle n'a vu que de la tristesse. Elle n'a vu que de la tristesse, et elle a senti être la cause de cette tristesse. Et elle s'en est voulu d'avoir laissé le pasteur s'approcher et de l'aimer, et de l'entretenir. Elle pense qu'elle est la cause du malheur de cette femme. Et là, ça va finir en drame parce qu'elle va faire une tentative de suicide. Cette tentative de suicide ne réussira pas, elle reste malade alitée. Mais pendant cette période où elle a préféré, parce que le souvenir du fils, Jacques, lui revient, et Jacques, entre-temps, est sorti de la région protestante, s'est converti au catholicisme, et cette fille, par solidarité à Jacques, va abjurer et se convertir au catholicisme. Elle va se confesser à Jacques, et le vieux comprendra plus tard qu'il les a privés de s'unir sur terre, et ils ont préféré de s'unir en Dieu. Oui, c'est cela. Voilà. C'est un très beau roman qui pose vraiment le problème entre morale religieuse et sentiment. Un petit roman qui a été publié en 1919, ça fait déjà très longtemps, mais qui démontre plus qu'actuellement. Merci. Ahmed Guissé, écrivain, d'être venu nous parler donc de la nuit sacrée de Tar Benjeloun et la symphonie pastorale d'André Gide. À présent, notre seconde note de lecture qui nous sera présentée par notre ami que nous avons toujours plaisir à recevoir sur ce plateau, c'est Narguey, qui fait partie journaliste, mais qui fait partie maintenant de l'école doctorale de l'IAM et qui vient nous parler d'un livre, d'un essai, j'ai failli dire politique, mais ça ne l'est pas. En tout cas, celui qu'il a fait écrire, c'est l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, et le livre s'appelle tout simplement « Servir ». Déjà, le titre est tout un programme, servir. Absolument. Bonjour, Sada. On a l'impression que c'est une ambition politique, servir. Tout à fait, tout à fait. Permets-moi de te saluer et de te remercier pour cette invitation renouvelée à cette agora littéraire qui est précieuse parce que trop rare. Tu as naturellement, effectivement, les salutations du groupe IAM, auquel j'appartiens et dont tu es partenaire et ami. Effectivement, là, nous sortons du roman. Nous sommes très loin du romanesque. C'est un essai, c'est un document. Et comme par hasard, avec cette émission, nous sommes à la date anniversaire du départ d'Abdoul Mbaye de la primature, puisqu'il en est parti le 1er septembre de l'année dernière. Et Servir est le livre qu'il a écrit 3 mois plus tard, après son départ de la primature, et qui est donc sorti en fin avril, début mai de cette année 2014. C'est un ouvrage de près de 400 pages, 395 pour être précis. Et effectivement, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Écoutez, le titre est j'allais dire, une proclamation d'intention
et une déclaration d'amour quelque part au service politique et au service public de la population, servir. Mais en fait, en 11 chapitres, commençant tout de suite par la scène de son départ de la primature et rappelant les circonstances dans lesquelles il a été nommé Premier ministre par le président Macky Sall, c'est quelque part un retour sur tous les engagements de campagne du candidat Macky Sall et leur mise en œuvre par Pape Abdoul Mbaye, qui quelque part considère qu'il n'a peut-être pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la mission qui lui avait été confiée. Alors, donc nous avons 11 chapitres comme ça, qui la plupart d'ailleurs sont extrêmement techniques. Il va parler de la reconstitution du capital semencier avec la question arachidière, il va parler de l'énergie, de la formation et de l'éducation avec la situation de l'université. C'est vraiment sur des questions de mise en œuvre de la politique de Macky Sall, avec un dernier chapitre, le 11e, qui est un hommage à Senghor. À Senghor en tant que premier président et architecte quelque part de l'État sénégalais. Oui. Mais son départ, il dit il faut avoir la dignité, il faut savoir avoir la dignité de partir. Oui, tiens. C'est fort, mais en même temps, moi je pense qu'on peut lire cette déclaration-là comme une boutade à l'endroit de Macky Sall, parce que lui dit il faut partir sans rechigner, sans protester, sans criailler. Mais le souvenir qu'on a quand même du départ de Macky Sall dans une autre vie de fonction étatique, il ne s'était pas contenté d'accepter le décret, j'allais dire, de celui qu'il avait congédié. L'autre chose aussi par rapport à ce départ d'Abdoul Mbaye de la primature, on a beaucoup parlé de congédiement par le président, mais lui essaye de faire accréditer plutôt celle d'une démission. Donc on va dire que c'était un départ quelque part accepté de manière conjointe par les deux parties. Parce que le président lui dit il vaut mieux se séparer quand on est encore en bon terme, quand il n'y a pas de conflit. Mais il faut savoir que dès la motion de censure de décembre 2012 par le PDS sur la question des avoirs de l'ex-président Habré, qui avait été recelé entre guillemets par le banquier Abdoul Mbaye à l'époque. Il dit c'est la presse qui l'a attaqué là. Il avait une épée de Damoclès. Qui a travaillé à son départ. Oui, mais notre voisin de Oui, moi je voulais juste poser une question, c'est par rapport à l'opportunité de l'apparition de ce livre. Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous pensez que quand on est prêté Premier ministre d'un président qui est encore en exercice et qu'on a été solidaire de l'action gouvernementale, si on va appuyer, parce qu'en fait c'est comme un livre mémoire, le souvenir de mémoire, est-ce que pour ne pas le gêner, on attend, faudrait-il pas mieux attendre après son mandat de publier des souvenirs, ou bien est-ce qu'il faut le faire maintenant? Bon, Pape Abdoul Mbaye se dédouane parce qu'il renouvelle quelque part son soutien, mais un soutien conditionnel au président Macky Sall pour un second mandat éventuel, mais un soutien qui serait conditionné par quelque part le respect de ce qu'on a appelé la rupture, et par la mise en œuvre aussi d'une certaine politique économique vers l'émergence. Je ne sais pas si ces deux conditions sont toujours réunies pour garantir que le soutien d'Abdoul Mbaye à Macky Sall est encore d'actualité, mais je pense aussi qu'il a voulu quelque part revendiquer, même s'il ne le dit pas expressément, une part dans la victoire présidentielle de Macky Sall, parce qu'il nous explique comment durant la campagne présidentielle de 2012, bien avant l'élection, il faisait partie de ceux qui ont alimenté en notes politiques et économiques le candidat Macky Sall, de ceux qui, avec d'autres amis, j'imagine qu'il s'agit du patronat sénégalais, ont accueilli le candidat d'alors, l'ont écouté et ont décidé que c'était le candidat qu'il fallait pour notre pays. Donc je pense qu'il veut déjà revendiquer... Ils l'ont appuyé avec des méthodes du secteur privé, c'est important. Ce qu'il a souhaité apporter dans la gestion gouvernementale, effectivement, c'était imprimer quelque part les méthodes prétendument efficaces de gestion et de management du secteur privé à la chose publique. Là aussi, il confesse toutefois qu'il n'a pas eu voix au chapitre en ce qui concerne le choix des ministres qui devaient travailler avec lui.
Oui. On l'a nommé Premier ministre, mais en même temps, on lui a dit, voici la liste des personnes. On lui a choisi. En fait, on sait que les premiers ministres ne choisissent pas les ministres, c'est le président qui les choisit. Bien sûr. Oui, même si la Constitution ne dit pas exactement oui, cela. Bien sûr, oui. Mais il s'en accommode. Il s'en accommode. Il considère que même dans le privé, où il a eu à exercer des fonctions importantes, il est arrivé et a trouvé un personnel en place dont il a dû s'accommoder. Donc, quelque part, le challenge aussi, c'est d'arriver à faire en sorte de faire travailler les gens qui sont sous votre commandement. Cette méthode du secteur privé, qu'est-ce que c'est? C'est des plans d'action, c'est des rapports d'activité, des rapports de synthèse, même si parfois il a dû s'accommoder de travers qui sont souvent effectivement ceux de toute administration, privée comme publique, où vous avez des réunions qui traînent en longueur, qu'on ne peut pas souvent arrêter. Il parle aussi du secteur informel et le rôle auquel qu'ils il rend ont joué. hommage. Il leur rend hommage. Il leur rend hommage, ce qui est assez surprenant d'ailleurs pour l'économiste. Mais c'est un banquier. On dirait effectivement que, le banquier qui rend hommage, que les banquiers sont des personnes réalistes qui prennent acte du fait que le secteur informel est incontournable dans l'économie actuelle de notre pays. Mais effectivement, ils saluent leur coopération qui a permis la mise en œuvre d'une des mesures phares du début de ce mandat, du mandat de son patron. C'était la baisse du prix des denrées de première nécessité, notamment en ce qui concerne le sucre. On a ouvert la porte à l'importation de ce produit, le sucre, au secteur informel. Et effectivement, ils considèrent qu'ils ont joué le jeu. Alors, c'est un homme qui se raconte. Donc, forcément, il y a des anecdotes. Par exemple, il raconte comment, à 1h du matin, il a été appelé. Tout à fait. Tout à fait, pour lui annoncer que le choix du président, effectivement, se portait sur sa personne. C'est vrai que c'est des pages toujours émotionnelles, parce que, voilà, ce n'est pas un mandat électif. D'un point de vue de nomination, on est tout seul. On est primus inter pares, donc d'être choisi comme ça, c'est toujours un moment rempli d'émotions. Il raconte cela, il raconte effectivement la sorte de pèlerinage qu'il a fait sur la tombe d'êtres chers disparus. On les connaît, on ne va pas les citer. Enfin si, son père, son frère, pour leur rendre hommage, recueillir des prières, aller auprès de sa mère. Vraiment, je pense qu'avec ce livre-là, Abdoul Mbaye prend date pour l'avenir. Il essaye de faire le distinguo entre la politique politicienne et l'engagement politique auquel il aurait droit et dont il se fait d'ailleurs un devoir, l'engagement politique. Mais je pense que c'est un distinguo un peu cosmétique, on peut dire, et que si les circonstances, mais faudrait-il que les circonstances soient réunies, c'est quelqu'un qui s'engagerait en politique pour un mandat électif, que ce soit pour lui-même ou en soutien à quelqu'un qui porte ses idées. Voilà, merci. On verra si l'avenir va confirmer ce que vous dites. Je ne suis pas devin. Et merci, Ousseynou Nargué, d'être lecteur de ce livre pour nous, pour Impression, de Abdoul Mbaye Serbia. Alors, nous arrivons à la dernière note de lecture avec notre ami Khalifa Touré. Merci aussi du soutien que tu apportes à cette émission en venant chaque fois que nous avons besoin de toi. Alors, Khalifa Touré est blogueur, analyste politique et culturel, n'est-ce pas? Et puis, alors vous venez, cette fois-ci, il faut rappeler que vous êtes venu avec les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Nous les remercions vraiment de vous avoir accompagné à cette émission sur ce plateau. Alors, vous nous parlez du livre d'un écrivain japonais, talentueux, Yasunari Kawabata. Alors, qui a eu le Nobel de littérature. Oui, c'est le premier prix Nobel japonais en 1968. Donc le tout premier prix Nobel de littérature du Japon. Et qui est important puisqu'il a influencé Gabriel Marquez. Il est très important. Vous savez, nous sommes victimes d'une certaine, je ne sais pas quoi, je n'ai rien contre la francophonie. Mais nous avons tendance à ne pas regarder ailleurs, du point de vue littéraire. Mais Kawabata est un immense écrivain du XXe siècle. D'ailleurs, on dit souvent que c'est un écrivain majeur, mais pour moi, c'est plus qu'un écrivain majeur du XXe siècle. C'est un grand écrivain, parce que c'est différent. Un écrivain majeur et un grand écrivain. Il a, comme tu l'as dit, il a même influencé un seigneur de la littérature comme Gabriel
Garcia Marquez, ce qui dénote un peu de son talent et de son... Et puis, confirmation de cela, son écriture et même son physique sont le moment de culte dans son pays. C'est dire que... Vous savez, les grands écrivains ne sont pas seulement des écrivains, c'est aussi des personnages. Des personnages, même dans la vie, c'est des personnages. Kawabata, il passe pas inaperçu. Même son physique, ses cheveux hirsutes sont l'objet d'un culte au Japon, dans les milieux savants. Oui. D'ailleurs, il y a un grand écrivain du Japon qui a écrit un texte sur la chevelure même de Kawabata, pour vous dire que c'est un homme qui est... Il faut dire qu'il est né prématuré. Oui. Il est né à 7 mois. Il est né prématuré et toute sa vie durant, il a été de santé très fragile. Moi, j'aime les écrivains qui sont de santé très fragile parce que je suis un peu de la famille. Des personnes qui sont malades comme Dostoïevski, qui sont malades physiquement, qui sont malades de philosophie et de littérature. J'aime beaucoup ce genre d'écrivain. Alors là, ce que vous me présentez aujourd'hui de lui, c'est un recueil de 2 nouvelles, n'est-ce pas? Et un recueil. Le premier, c'est Le Bras. Le Bras, oui. C'est une... Alors, l'histoire est incroyable. Incroyable, une dame qui demande à un monsieur à la terrasse d'un bar, restaurant, s'il peut lui prêter son bras. C'est tout. Et un soir, un homme, un inconnu, assis dans un bar-restaurant devant une jeune femme. Et subitement, la jeune femme lui dit est-ce que je peux te prêter mon bras? Vous savez que dans la littérature, tout est possible. C'est le domaine du rêve. Oui. Même en rêve, on peut voir Dieu. Tout est possible en littérature. Depuis que Kafka nous a libérés avec ce Grégoire Samsa qui se réveille et qui se transforme en insecte, tout est possible en littérature. Oui. Donc et il acquiesce, et la dame lui prête le bras. Oui. Et c'est le commencement de toute une écriture, toute une digression sur la beauté, sur l'atmosphère. L'homme sort du restaurant, donc il entend les radios annoncer que par un temps brumeux, que les femmes enceintes ne doivent pas sortir, les hommes dépressifs doivent rester chez eux. Donc une ambiance kafkaïenne carrément, où même des femmes en couleur violet passent dans la rue. Oui. On est carrément dans la littérature. Oui. Et vous voyez, c'est l'occasion pour Kawabata, c'est un prétexte pour parler de la beauté. Oui. Et il le fait de façon étrange et rare. Alors tu m'as dit que c'est un texte d'une beauté... Hallucinant. Fantastique pour moi. Ce n'est pas un simple superlatif, parce que même les superlatifs en littérature ont un sens. C'est un texte fantastique d'un point de vue générique, mais c'est un texte fantastique aussi du point de vue du lecteur qu'on est. Donc c'est un texte qui est très bien écrit. Vous savez, Kawabata, c'est un écrivain qui pratique le dépouillement. Ces textes sont dépouillés. Il va directement à l'essence des choses. Il écrit sans aspérité, sans fioriture. Donc il est carrément au-delà des genres. Donc c'est un dépouillement qui n'est pas elliptique comme c'est Marguerite Duras et autres, mais c'est un dépouillement qui est contemplatif, qui est visuel. C'est presque un mystique, comme beaucoup d'écrivains japonais. La femme qui lui prête son bras, il reste avec. Alors, en fait, c'est le prétexte pour parler de la beauté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Truc, en fait. Vous savez, Le Bras est un texte qui est célébré au Japon. C'est un texte sur la solitude de l'écrivain. Oui. Donc, comment un écrivain vit pas la solitude en général, mais la solitude de l'écriture en tant que telle. Comment un écrivain vit dans une telle solitude que finalement il se contente d'un bras pour converser. Donc c'est un texte qui est en quelque sorte une métaphore sur la solitude de l'écrivain. Comment un écrivain gagné peut-être par la fièvre et l'horreur plutôt entre guillemets de la solitude s'enferme avec un bras pour converser. Tous les écrivains, Ahmed Guissé et autres le savent. Le désir de converser est presque maladif chez un écrivain. Même un Boubacar Boris Diop en a parlé dans Le Cavalier et son ombre. Oui. Et c'est ça la métaphore un peu qui est dégagée un peu de... Sidoubieux vient de le prouver sur le plateau. Bien sûr. Son désir de converser. Le désir de converser et d'être incompris. Quelquefois, il dit, par rapport à la solitude, parce que la solitude est l'un des thèmes majeurs de Kawabata, la solitude n'est-elle pas la présence de quelque chose? Oui. Bien sûr que oui. La solitude n'existe pas en réalité. Un grand écrivain, et c'est ma conviction, un grand écrivain doit être même capable de faire parler le silence. De faire parler même son ombre, comme Rumi l'a fait il y a presque 1000 ans. L'écriture du silence, tout est possible en littérature, tout est possible sur le plan esthétique, pour elle, l'esthétique est dans les formes courbes. Et dans les formes courbes, pas dans les rondeurs. Il va au-delà. L'esthétique pour lui, la beauté est dans les formes courbes.
certainement, s'il était architecte, il aurait aimé les arabesques. Oui. Et autres, le prêtre qui nous a quittés, Jacob Jacopa disait aussi que la beauté, c'est la forme courte. La forme courte. Et il le dit de façon magnifique dans ce texte, vraiment, un texte étrange et magnifique. Alors, ces deux nouvelles, la deuxième, on va essayer d'en parler brièvement. Alors, c'est le titre, La beauté trop vouée à se défaire. Voilà, la beauté trop vouée à se défaire. C'est triste, c'est l'assassinat de deux filles. De deux filles, par un homme qui reconnaît le geste qu'il a tué, mais il ne comprend pas pourquoi il a tué. Alors, donc, il donne des versions contradictoires, ce qu'il dit aux juges, ce qu'il dit aux chroniqueurs judiciaires, le verdict, ce qu'il dit à l'écrivain enquêteur, parce qu'il y a un écrivain qui vient enquêter, les versions sont contradictoires et différentes. Et c'est l'occasion pour l'auteur de faire une autopsie littéraire d'un crime, parce que ça peut se faire. Il veut montrer que la littérature, parce qu'on parle de l'au-delà, c'est de l'au-delà, la littérature vient de l'au-delà. Tout à l'heure, on parlait même de cela, la littérature a une dimension divine. Donc, l'écrivain essaie d'expliquer un peu comment l'acte criminel peut venir d'ailleurs de quelque chose d'incompréhensible. Même celui qui commet l'acte, donc obéit peut-être à une certaine mécanique du crime qu'il ne comprend pas. Et l'auteur fait une célébration de la beauté, mais la beauté figée dans la mort. La beauté figée dans la mort. Malgré la jeunesse des jeunes filles, malgré la jeunesse même du tueur. Même la mort est toujours là. Même dans le visage, dans le regard des cadavres. Non, la création littéraire est absolument une contestation du monopole divin de la création. Oui, exact. C'est un texte, pour moi, qui est célébré au Japon. La beauté tout vouée à se défaire, même la date de publication est célébrée au Japon. Et c'est un texte qui nous apprend que même un juge, quelqu'un qui est appelé à dire le droit, à prononcer une sentence, on ne lui demande pas d'être philosophe, parce que c'est un juriste. Mais tout au moins, on apprend avec cette phrase que même le juge, il doit être un homme cultivé. Parce qu'au-delà de l'acte criminel, donc, il y a quelque chose peut-être d'étrange, d'extraordinaire, qui peut influencer même la décision du juge. Et c'est un texte qui est extraordinaire et qui donne l'occasion à Yasunari Kawabata de faire des développements extraordinaires sur la littérature, même sur l'écriture féminine. Et vous dites que c'est une des œuvres les plus étranges de la littérature moderne. Oui, moderne, c'est l'une des œuvres. Mais on a connu Métamorphose avec Kafka, le médecin de campagne. Mais des textes complètement fous, ça existe en littérature. Et il y en a tellement ailleurs au Japon, et c'est l'un des textes les plus étranges. Vous savez pourquoi ce texte est très étrange? Parce que c'est un texte qui parle de la perte. Et comme vous le savez, la perte est une thématique romantique. D'ailleurs, les sociologues qui utilisent le check and balance, la perte et le gain, ils ne savent même pas que l'origine est littéraire. C'est un texte qui parle de la perte, mais c'est un texte qui n'est pas romantique. Donc Kawabata ne chante pas des femmes qui sont parties, mais il chante plutôt l'effet que c'est la perte de ces femmes a fait sur l'âme de ceux qui sont restés. Et puis autre chose aussi, comment la littérature est au-delà du meurtre, de l'indignation, de la politique, des articles des journalistes et même des verdicts du juge qui condamne le meurtrier. La littérature est au-delà. Au-delà de ça. Et vous le sentez dans tous les grands écrits, de Dostoïevski à Gogol. C'est une prétention. Et c'est une prétention qui est... Ils en ont souvent payé le prix, d'ailleurs. Et ils en ont y compris de leur liberté ou de leur vie. Quelque part, il dit dans le texte quelque chose que je n'ai jamais entendu. Et il dit qu'un homme qui est un psychopathe qui tue, c'est moins grave qu'un homme sain qui tue. Allez savoir ce que ça veut dire. Il faut creuser. Un psychopathe qui tue est moins grave qu'un sain qui tue. Peut-être parce qu'il est psychopathe et tueur à la fois. Et l'autre est sain et peut-être... Et tout ça, c'est la littérature. Il y a à boire et à manger en littérature. Et c'est magnifique. La littérature est presque d'ordre divin, quoi. Bien sûr, l'inspiration, elle est divine. Vous savez qu'il y a deux types d'inspiration, et surtout dans la tradition islamique. Il y a la révélation, il y a aussi ce qu'on appelle une autre type d'inspiration qu'on appelle simplement donc, des choses qui nous viennent un peu des choses et des êtres qui sont étranges. Voilà. Merci Khalifa Touré. Comme tous les deux autres, j'espère vous retrouver bientôt sur ce plateau pour cette note de lecture. Vous venez de nous parler de ce journaliste, de cet écrivain japonais. Voilà. Merci. Nous passons à la troisième partie de cette émission avec la poésie.
la séquence poétique de cette émission avec expression de poésie et nous parlerons, je vous l'ai dit en début d'émission, du dernier recueil de Abdoulaye Fodé Ndione, Pièces à conviction. Un recueil dont nous allons parler avec Abderrahmane Djimera, qui est professeur de français, et Mariam Tamba, qui est aussi professeur de français. Alors l'auteur, il est déjà venu sur le plateau pour nous parler de son recueil Affluence. Il y a aussi, alors ça c'est votre troisième recueil, le premier était Faubourienne. Vous êtes poète, vous avez publié aussi des nouvelles chez Amadou Lamine Sall, Feu de Brousse, avec lequel vous travaillez depuis très longtemps. Vous êtes aussi éditeur. Mais vous n'avez pas édité votre livre, c'est les éditions Maguilène, vous c'est les éditions Albis. Alors, quand je l'ai ouvert, c'est un recueil dont on parlera tout à l'heure. Je sais que je ne trahis pas de ses cris, ils ont été séduits, ils nous diront en quoi. Mais moi, je reviens toujours tout de suite sur l'importance. Il a un style sobre, il utilise avec parcimonie les mots, juste le mot qu'il faut, il n'y a pas d'emphase, et revient sur le mot, ouvre-le, lis-le, pousse-le, il s'active, il s'allume de merveille, presse-le, il restitue le vœu dans la perversité, puisqu'il se prostitue dans la phrase qu'il absorbe jusqu'au point final, le mot. Alors, c'est pratiquement c'est le premier poème sur lequel on tombe, et il célèbre le mot. Mariam. Merci Sada pour cette invitation. Vous l'avez dit, ce livre, ce recueil de poèmes, moi, quand je l'ai lu, j'ai été séduite parce que son auteur a eu à donner aux mots une certaine puissance. Et qu'est-ce qui fait la nouveauté dans ce recueil poétique? Qu'est-ce qui fait le charme de ce recueil poétique? C'est la démarche déductive de son auteur. D'habitude, dans les recueils, le titre vient, c'est lui qui impose au lecteur un certain cheminement. Mais ici, les titres referment les poèmes. Donc, il faut d'abord une déduction, lire, et ensuite trouver la solution, c'est-à-dire le titre du recueil. Pour montrer que l'auteur a eu à donner aux mots une certaine puissance, moi, je vais commencer par son dernier poème. Son dernier poème, poème conte, comme il a intitulé poème conte. Un matin, la feuille se raidit en boule, se jeta, etc., etc. Donc, qu'est-ce que le M. Ndione a fait ici? Il a eu à travers la poésie à donner une certaine magie à la poésie. Et il nous rappelle ici un certain Jacques Prévert qui ne cesse de brader des histoires de manière poétique. Si on se rappelle son poème La pomme de Newton, la science qui est devenue poétique. Et aussi, il parvient à travers la poésie à réconcilier tous les genres. De ce fait, la poésie devient un verbe, il devient un mot, et c'est ce mot qui ouvre justement son recueil poétique. Revient sur le mot, ouvre-le, lis-le. Ce mot a une certaine puissance, et on comprend pourquoi le poète symboliste Mallarmé nous a dit qu'on ne fait pas de la poésie avec des vers, mais on fait de la poésie avec des idées. Et on ne fait pas de la poésie avec des idées, mais on fait de la poésie avec des mots. Et des mots qui ont une certaine puissance, qui ont un pouvoir magique. Ouvre-le, lis-le. Et ça me rappelle un certain Paul Éluard qui nous disait, au milieu du mot poésie, un homme se gratte et ronchonne. Ça veut dire quoi? Cet homme qui se gratte, qui essaie de découvrir le message qui est caché dans le texte poétique, et quand il le découvre, c'est un plaisir, il ronchonne. Ça veut dire que ça devient un plaisir. Donc, ce mot que le poète a eu à utiliser a donné une certaine magie, un certain pouvoir, une certaine puissance au mot. Il s'allume de merveille pour montrer que la poésie est plaisir. Il restitue le vœu. C'est le pouvoir magique de la poésie. Dans la perversité, puisqu'il se prostitue. À partir de il restitue le vœu jusqu'au point final. Moi, j'ai eu à revoir ici une figure de style qu'on appelle la prosopopée. C'est-à-dire que c'est une figure qui fait parler, par laquelle on fait parler quelqu'un, ou bien on fait parler, faire agir quelqu'un
une personne, un mort ou bien une chose personnifiée. Et ici, il a eu à donner au mot une certaine figure humaine pour montrer qu'au début, au commencement, était le verbe. Oui. Et voilà, très bien. Alors, le mot, il est important pour vous, évidemment. Oui. Mais par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, ce qu'on en a dit, et puis par rapport à ce premier poème. Merci Sada d'abord. Du mot. Merci d'abord de m'avoir invité. Je remercie aussi l'éditeur qui m'a permis d'être ici cet après-midi. Moi, je crois que tout se résume au mot, parce qu'à travers le mot, on arrive à s'étendre. Il m'arrive souvent d'écouter les gens parler ou d'être dans une conversation. Et lorsque les gens prononcent certains mots, c'est comme quelque chose qui frappe dans ma tête, quelque chose qui m'alerte, qui me dit attention, il y a quelque chose, il y a un début de quelque chose avec ce mot-là. Donc le mot a une puissance telle qu'il est initiateur de quelque chose ou provocateur de quelque chose. Donc tout tourne autour du mot dans ma poésie. Et souvent, je n'ai pas besoin d'aller ou bien de faire long, comme on dit, tout court. J'ai besoin de 2, 3 mots pour mettre une image devant les gens. Évidemment, les mots ne sont pas innocents, ils sont chargés, mais les titres que vous mettez au bas des poèmes, Mariem a une explication, mais vous, pourquoi le faites-vous? Parce que juste, j'avais un recueil entre les mains, et comme presque tous les recueils, le titre commence le poème. Ce jour-là, je me suis un peu dérouté par rapport au titre et au corps du poème, parce que rien ne ressemblait au titre. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi on n'inverserait pas pour laisser au lecteur le choix du titre, pour laisser au lecteur d'entrer dans le poème et de revenir vers le titre. S'il n'est pas d'accord, il le change avec son titre qu'il a eu au préalable. Je crois que c'est parti d'un jeu. Oui. Et je ne sais pas si je l'ai réussi ou pas, mais c'est parti d'un jeu. Vous n'imposez pas, vous faites une proposition de titre au lecteur. Non. Je voulais juste, après vous avoir remercié, ajouter quelque chose à ce que ma collègue vient de dire à propos des mots. C'est juste, Mallarmé l'a dit, les mots, on fait de la poésie avec les mots, pas avec des idées. C'est vrai, d'autant plus que le poète vient de le dire, c'est à partir du mot que tout un univers se crée en poésie. Et cette poésie qui cherche le mot évocateur, pour sa puissance évocatrice, c'est ce qui, à mon sens, déclenche cette inspiration qui permet au poète alerté de se livrer pour se délivrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que chez tous les poètes, généralement, on revoit ce lien très fort avec le mot. L'autre le dit, Guillevic, il le dit dans un poème où il compare le poète au menuisier, qui dit que la poésie ou le poème est un assemblage de mots, comme le menuisier qui fait un assemblage de bois pour fabriquer l'armoire. Et il est en cela un poète artisan du langage. Cet artisan du langage, donc, qu'est le poète, en ouvrant son recueil par le poème intitulé, qui a pour titre « Mots », semble donner une poétique. Mais ce qu'il y a à retenir, surtout dans cette poétique, c'est que le poète ici ne parle pas de sa création. On est ici dans une perspective de réception. Chez le lecteur, à qui il s'adresse, une injonction, à qui il dit au lecteur, lis, reviens, ouvre le mot. Mais c'est que, aussi, en écrivant, on cherche à être lu. Et tout à l'heure, un de nos amis lecteurs l'a dit, c'est que tous les écrivains ont ce désir de converser. Et c'est le cas le plus souvent avec cette poésie lyrique où on trouve le tu tout le temps présent, toujours présent, une sorte d'injonction. C'est comme s'il est en quête de communication avec les autres. C'est avec ce mot communication que j'en viens au poème qui est très d'actualité pour moi dans ce recueil, intitulé Téléphone. Le téléphone, parce qu'il montre ici ce besoin de communiquer qui est taclé par moment, empêché par l'autre bout du téléphone où il n'y a pas de récepteur, parce que nous le savons, la communication aujourd'hui perd de son humanisme,
Parce qu'avec le téléphone aujourd'hui, les gens pensent communiquer. Nous sommes dans un monde de révolution dans le domaine de la communication. Mais ce qu'il faut se poser comme question fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui nous conversons, est-ce qu'aujourd'hui nous communiquons véritablement? D'autant que les réseaux ne fonctionnent pas, souvent on tombe en boîte vocale, vous le dites dans votre recueil. Mais dites-moi, ce qu'il écrit là, quand il dit que la poésie est comme la mathématique, c'est une équation qu'il faut résoudre à sa plus simple expression, Mariem, et alors elle devient dynamique. Il cite Léopold Sédar Senghor. Oui, je crois que sur ce même plateau, l'auteur qui m'a rapporté ce propos-là l'a dit ici. Il s'agit de notre ami poète qui l'a dit, que c'est Senghor qui dit ça. Oui. Et j'ai tenu à le mettre dans le recueil et le citer dans le recueil parce que je ne dis pas que je me sens dans ce propos-là, mais je me sens approcher ce propos-là. Oui. Donc, alors, est-ce que ça l'a influencé? L'a-t-il pratiqué? Et sans le savoir, d'ailleurs. Tout à l'heure, je lui disais, il me dit, cette démarche déductive, cette démarche mathématique, effectivement, moi, je l'ai retrouvée dans... Et je lui ai dit tout à l'heure, c'est ce qui fait l'originalité de ce recueil. Les titres. Déjà, le titre du recueil « Pièce à conviction ». C'est une déduction mathématique. Et cette déduction et cette poésie qui est mathématique, moi je trouve son illustration dans 2 poèmes. D'abord, pas le titre, en bas c'est « Femme ». Enfin te voilà, sucre aigre, doux, oui. Sur ma langue menthe adoucissant, vanille, jus, etc., etc. Tu me troubles. Pain chaud beurré, petit pain, croissant au lait, etc., etc., tu me troubles. Oui. Rose, eucalyptus, etc., etc., tu me troubles. Gingembre, de l'eau, Coca-Cola, etc., tu me troubles. Dis-moi qui tu es. Tu poses une équation. La résolution, femme. Ça veut dire qu'à partir de ces mots que vous avez utilisés, vous avez voulu nous montrer que la femme, c'est de la délectation. Oui. C'est du plaisir. Qu'on peut circonscrire aussi. Le poème montre cela. C'est-à-dire que je n'arrive pas à définir la femme et je la cherche parmi ses saveurs, je la cherche c'est parmi... C'est ce qui fait l'équation voilà. Dans la déduction. Maintenant, la solution, la résolution de l'équation, c'est femme. Et à travers un mot, tu célèbres la femme. Senghor l'a fait. Même lui, s'il s'est érigé en griot pour chanter cette délectation de la femme en disant « Fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir ». Bouche qui fait lyrique, ma bouche, ça veut dire que lui, il s'est érigé en griot pour chanter. Et vous avez utilisé 2 choses. C'est le son et c'est le sens, justement, pour résoudre cette équation qui est la délectation de la femme. C'est pourquoi, quand vous dites que la poésie est mathématique, moi, je me retrouve dans ça. Et ensuite, enfant de Somalie, je suis, terre jaunie, etc. Des vers courts qui peuvent être synonyme de la résolution d'une équation. 2x plus y égale. L'équation, elle n'est pas longue. Comme ici aussi, vos vers ne sont pas longs. Ce sont des vers courts. Si je suis terre jaunie, terre brûlée, terre aride, on peut mettre ça sur un seul vers. Mais vous avez préféré superposer les vers de telle sorte que nous nous retrouvons dans une équation. Et la solution, c'est quoi? Enfant de Somalie. Oui. Donc, cette déduction, cette poésie qui est comparée à de la mathématique, moi, je la retrouve dans sa démarche. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la nouveauté de ce recueil poétique. Je voulais parler de mathématiques en poésie. Chez Senghor, c'est juste une analogie. Ce n'est pas du même au même. C'est une comparaison. Déjà, il y a un comme. Je sais que aussi chez Senghor, il y a cette façon de toujours vouloir valoriser la poésie pour ne pas que les gens voient dans les mathématiques seulement le sens ou l'explication du monde. Et c'est pourquoi ce n'est qu'une analogie. C'est analogique, c'est du même au même, mais ce n'est pas une égalité. Ce n'est pas une égalité. Mais cette équation, c'est que tous les hommes s'interrogent. Le mathématicien, le poète, le philosophe, nous nous interrogeons devant les mystères du monde. Et le poète est celui-là qui, quand le parler devient difficile, quand l'expression est taclée, quand l'expression est empêchée,
Et c'est ce long silence du poète d'où jaillit le mot qui fait qu'il donne des résolutions, des équations avant le savant, avant le scientifique. C'est quoi un poète qui a dit que le poète trouve d'abord, cherche ensuite. Et c'est là où je viens au titre. C'est très intéressant de mettre les titres au bas, à la fin du texte. Oui. Nous, ça nous met à l'aise, par exemple en classe, puisqu'on est un peu pédagogue sur les bords. En classe, on pose toujours aux élèves la question, donner un titre au texte. Mais quand on a un titre déjà donné au texte, c'est comme une image avec la télé qui s'impose à notre imagination et qui ne nous permet plus de créer. Et le titre aussi donné à un texte a priori élimine déjà 50% de la phase déductive de la recherche personnelle pour aller vers le sens. Parce que lire un poème, c'est une exploration. J'ai cherché un oiseau dans le ciel, le capter. Et c'est très important, sinon, dès le titre qui a, dit-on, une fonction apéritive pour pouvoir entrer dans le texte, c'est bon de laisser le titre au bas et d'aller à la découverte. Surtout pour le poème Somalie, L'enfant de Somalie, où, de page en page, on ne voit pas le titre. Mais si c'est sur une seule page, on voit déjà le titre. On va vers le titre si on comprend votre jeu. Mais quand c'est un poème assez long, où on va de page en page, on a envie d'aller à la découverte du titre. Et le titre du poème devient finalement une chute, la fin du poème qui éclaire tout le reste du texte. Et c'est là où se trouve l'originalité. Et je ne sais pas si un autre poète l'a fait, mais cette démarche-là, cette façon de faire qui est très simple, est aussi une innovation qui a un grand impact dans le cursus même du lecteur, dans la position même de la réception des textes poétiques ou de tout genre littéraire. Alors, Monsieur Dione, Monsieur Djemera, tout à l'heure, vous avez parlé de mathématiques avec égalité. Nous ne sommes pas dans ce domaine, si je me trompe. Je crois que je ne me trompe pas. J'allais même y revenir. Oui. Ce n'est pas une égalité. C'est-à-dire que c'est dans la démarche du poète. Ce raisonnement qui nous donne, et enfin, le titre qui referme le poème. Oui. Donc c'est ça, mais c'est dans la démarche, dans le raisonnement, où on trouve justement ce raisonnement. Vous voulez dire une chose, M. Khan? Oui, je vais prendre une intervention là, et puis on va revenir. En fait, je voudrais intervenir par rapport au style de l'auteur. Je dis que c'est un style qui m'a charmé. C'est charmant comme style. Et ce qui me plaît le plus, c'est que, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un style copier-coller. Il y a une innovation déjà. Et j'ai l'impression par moment que c'est destiné à des artistes. Et qui dit artiste dit voile épais pour le commun des mortels, mais translucide pour l'artiste. Mais par moment aussi, on a l'impression, en écoutant les discussions, les échanges, que l'auteur même, qui précisait qu'en fait, qui renvoyait le titre, disons la recherche du titre au lecteur. Par moment aussi, en l'écoutant réagir tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il voulait que, en fait, comment dirais-je, qu'il voulait que, comment dirais-je, qu'il s'interrogeait, excusez-moi, qu'il s'interrogeait sur la femme de manière générale et qu'il n'a pas la réponse. Qu'il a essayé de trouver, de magnifier un peu la femme, mais qu'il n'a pas la réponse. Donc, c'est un ouvrage au finish qui appelle à la réflexion, mais également qui appelle à une certaine compréhension de la beauté qui est relative. Un roman très beau, disons, on va dire. Merci. Alors, la réponse que tu voulais amener sur oui, non, je voulais revenir sur la notion de mathématiques. Oui. Je crois que si Senghor donne ce propos-là ou définit comme cela la poésie, c'est juste pour dire la concision du vers. Pour arriver à dire aux autres, vous pouvez décrire des images sur un seul vers ou d'une façon très réduite, vous pouvez décrire une image. Je crois que c'est plus que cela que, je ne sais pas, sur des propos de confiner le poème sur un autre genre autre que la poésie. C'est-à-dire, moi, quand je prends le mot, je reviens sur le premier poème, quand je prends le mot, j'essaie de voir tous les sens du mot. J'essaie de pénétrer le mot, comme je l'ai dit dans le premier poème. J'essaie de chercher tout ce que je peux posséder, tout ce que je peux avoir à travers ce mot-là. Si le mot me suffit pour un seul vers, je mets ce mot-là uniquement.
Parce que dans mes précédents recueils de poèmes, si vous regardez même le deuxième affluence, il y a des vers avec un seul mot. Parce que je me dis, je n'ai pas besoin de me répéter sur une page, par exemple. Si j'arrive à donner l'image que je veux donner par rapport à telle situation, il me suffit de faire une chose concise pour que cela accède au lecteur. Oui. C'est très important. Parce que souvent, la poésie, je le dis d'une façon, et je le répète souvent, quand les gens nous lisent ou lisent d'autres poètes, disent que oui, c'est trop long, c'est un peu barbant. Mais parce que simplement, souvent, je ne juge personne. Parce que souvent, les gens se répètent. Dans le poème, ils se répètent d'une façon... C'est vrai qu'il y a la musicalité qui arrive, mais souvent, on n'a pas besoin de trop se répéter dans un poème. Oui. Alors, je vois ce poème qu'il a écrit avec 3 mots. La voiture s'arrête, l'homme s'arrête, la mort s'arrête. La voiture passe, l'homme s'arrête, la mort s'arrête. La voiture s'arrête, l'homme passe, la mort s'arrête. La voiture passe, l'homme passe, la mort passe. Parce que poème, c'est un sens unique. C'est un sens unique. Un poème avec 3 mots, voiture, passe, s'arrête, l'homme. C'est ça la concision. À travers des vers courts, pas des vers trop longs, pas des alexandrins, pas de décasyllabes, pas de néasyllabes, mais à travers des vers courts, une concision, une précision nette, et ensuite à la fin, sens unique. C'est une qualité, c'est une originalité. C'est une originalité. Moi, ce recueil, c'est une originalité. Parce que, qu'est-ce qui fait l'originalité? Quand je prends un poème comme un président africain, ah oui, ça montre l'engagement du poète. Parce que tu dénonces ce président qui, au début, a prôné l'amour pour son pays. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a confondu, il a transformé cet amour en bien matériel. On a vu de grands poètes comme Hugo, comme Jean-Paul Sartre, qui ont fait de leurs mots des balles. Mais vous, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai compris, vous avez utilisé le son et vous avez utilisé le sens pour dénoncer justement ce président africain. C'est ça l'aspect principal d'un poème engagé. L'élément principal d'un poème engagé, c'est que quand on le prononce, ceux à qui on s'adresse ou qui se sentent visés se voient aussitôt. C'est comme qui prêchait sur l'alcool pousse quelqu'un qui en consomme à se lever dans la foule et à dire « Est-ce que je suis le seul dans la salle? Est-ce que c'est à moi que tu t'adresses ?» Mais il faut le préciser, la poésie engagée fonctionne comme ça. C'est une dénonciation derrière laquelle le poète se cache avec un indéfini, Vous n'avez pas mis le président africain. Vous avez dit un président africain. C'est indéfini et on sait qu'il y avait des présidents comme ça. On sait qu'il y a des présidents comme ça aussi. Et c'est ce qui fait que quelque part je dis, le poète ici fait son devoir de mémoire. Il fait un témoignage. Surtout quand vous parlez du poème, M. Kane, vous l'avez peut-être souligné avec moi, c'est le poème Mémoire blanchie. Oui. J'aurais donné un titre au départ, c'est Devoir de mémoire, pour dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit d'oublier ce qui s'est passé. Même si au-delà de la souffrance et de la douleur vécue par ces opprimés du monde, je ne parle pas de l'Afrique seulement, les hommes aussi doivent avoir un devoir de vigilance, pas seulement un devoir de vigilance, mais aussi un devoir de pardon. Parce que le pardon n'est grand que lorsqu'il pardonne l'impardonnable. Alors, ce poème quand même, dans tous ces poèmes, je pense qu'il y a un qui est particulier, quand tu parles au bastosois. Oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que les paroles ne portent plus le chant, les berceuses sont absentes le soir, devant la vigueur ramollie des fils. Oui. Oui, mais ça, c'est un clin d'œil à mon quartier. Donc, le matin, en allant au travail, j'observe les jeunes qui sont là assis et qui n'ont pas de travail. Et le soir, quand je reviens, je les trouve à la même place. Alors, ça me fait mal. Et je connais leur maman, je connais leur père. Et je connais aussi l'envie de ces jeunes-là qui veulent être à la place comme tout le monde, qui veulent donner quelque chose au pays et qui n'arrivent pas. Alors, je dis, je vais leur dédier quelque chose. Et c'est ce poème-là
qui s'appelle Bastosois, parce que simplement j'habite Bastos. Ils le savent? Ils le savent. Oh, et certains sont venus me parler, certains sont venus me dire. Oui, parce que moi, poésie, je la veux, une poésie de la cité, une poésie actuelle. Une poésie qui participe, entre parenthèses, au développement de ce pays, qu'on peut voir après lecture, qu'on peut sentir, qu'on peut voir dans le quotidien. J'aime une poésie comme ça. C'est ça qui fait que les instants m'inspirent, les mots dont je parlais au début m'inspirent parce que je m'accapare de tout pour exister. Voilà, c'est ça, pour exister avec tout le monde. Oui. Je veux que cette poésie ne soit pas une poésie qui reste en l'air, qu'on cherche en l'air. C'est une poésie qu'on vit le jour au jour. C'est aussi une poésie de la fidélité à l'amitié. Je pense à ces disparus que nous connaissons. Qui sont des amis communs. Je pense à Mamadou Traoré Diop. Comme Birago, vous dites que vous n'allez pas casser sa pipe. Je pense à Jean Ndiaye qui était conservateur de Gorée. Je pense à... Il y a Youssouf, il y a aussi Youssouf Ba, qui est un homme brillant, qui était lettré. Vous dites nos mots bas de saveur que ta langue bistouri recoupe de tout sens. Face à nos pages vierges qui se fanent devant nos plumes indécises, nous regardons sans piste, veilleurs de l'estuaire des mots. Parce qu'il l'était. Oui. Il l'était. Parce que c'est Youssouf qui a préfacé mon premier recueil Faubourienne, qu'il a trouvé sur une table et l'a lu et m'a demandé mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé dans une maison d'édition. C'est comme ça que je l'ai envoyé au NEA un matin. Et on m'a appelé un mois après pour me dire voilà, on publie votre recueil. Donc c'est un homme qui a beaucoup compté dans ma poésie, qui a essayé de me conseiller, avec qui j'ai partagé mes images. Donc c'était quelqu'un que je ne pouvais pas rendre hommage dans ce recueil. Parce que si vous voyez le premier recueil, c'est un jet. Je n'écris pas comme ça, par poème. Ça c'était vraiment un essai. Oui. Parce que moi j'écris d'un trait. Faubourienne c'est un trait. Affluence aussi c'est un trait. C'est-à-dire que c'est un seul titre qui est porté à la couverture du livre et qui prend tout le poème. Vous voyez, il parle vraiment comme un poète. Il dit, Youssouf, on a partagé les mêmes images. Non, c'est parce que j'étais accessible à lui. Quand je parlais, quand j'écrivais, il me percevait. Il n'avait pas besoin d'être long, il n'avait pas besoin de chercher. Il me dit simplement, rectifie ici où c'est bon. Je te sens, voilà. Donc, on a besoin d'avoir des gens comme ça à côté qui vous canalisent un peu. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Youssou faisait partie de ces gens-là. Qui était prof de lettres classiques. Qui était prof de lettres classiques et qui nous a quittés très tôt. Voilà. Alors, la dernière appréciation, parce que nous sommes à la fin. Je sais, Mariam Tamba, vous êtes absolument séduite par ce recueil. Il est original, il est bien écrit, que des qualités. Il est plein de sang, il est plein de sens, il est plein de son. Oui. Et on a vu qu'au-delà aussi de cet hommage qu'il a eu à rendre à ses amis, il nous a parlé aussi de la jouissance. Oui. Ce soir, tout est jouissance, les tam-tams débouchent, etc. Pour nous montrer que le rythme du tam-tam, la danse des femmes qui se mêlent aux couleurs et aux coloris des boubous. Ce spectacle de son et lumière que le poème nous donne. C'est éblouissant. Enfin. Il y a aussi, ce que j'appelle sa citadelle des souvenirs avec les voyages. Je vois au passage Tunis, Maroc, Bahia. Et l'image de ces villes se confond souvent avec une femme. Et c'est des métaphores féminines que l'on retrouve avec tout ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le poème intitulé Femmes. On le retrouve un peu en filigrane ou en morceaux dans les poèmes dédiés aux villes que vous avez pu visiter et aimer, comme Bahia, comme également Tunis et Maroc. Je voulais cependant souligner quelque part où il y a un peu de musicalité. C'est dans le poème Dans ma peau, où de chaque visage que je fixe, je refais les traits dans chaque visage. Je refais les traits de la femme dans chaque visage. Voilà, je crois qu'il faut lire
Il faut le lire comme ça. C'est-à-dire, quand je fixe le visage de quelqu'un, je ne vois pas les traits de la femme que je chante. Alors je refais les traits de ce visage-là pour les mêmes traits de la femme. C'est-à-dire, à chaque visage, je veux voir ton visage. C'est comme ça. Il faut l'image, c'est comme ça. Parce qu'avec le texte, je veux te voir dans chaque visage. C'est un peu cela. Très bien. Nous sommes à la fin. Merci, voilà. Abdoulaye Fodé Ndione, d'être... Oui, je voulais juste, pour terminer, dire le poème de... Voilà, très bien. Voilà. Ce sera la fin. Le poème du président qui m'a créé un tout petit problème. J'ai dit dans ce poème, au premier jour, il est venu nous dire, la main sur le cœur, l'amour pour le pays. Le jour suivant, nous lui avons cherché un fauteuil. Puis, nous lui avons cherché une table. Puis, une voiture et un chauffeur. Puis, une maison et une femme. Puis, le jour suivant, il avait mangé les racines du pays. Les racines du pays. Ah, il a tout mangé alors. C'était ça qui vraiment m'a mis un peu un truc au Cameroun. Peut-être que dans d'autres pays aussi, il faut s'attendre à d'autres ennuis. Voilà. C'est ça la poésie et c'est ça la puissance du mot. Voilà. Merci vraiment Abdoulaye Fodé Ndione d'être venu nous parler de ce recueil de poèmes, pièces à conviction. Merci Mariam Tamba, merci Abderrahmane Guimera d'être venu nous discuter avec l'auteur. Merci à ceux qui sont venus nous tenir compagnie, je pense aux étudiants de l'université virtuelle. J'avais envie d'ailleurs de demander comment ça fonctionne. En 2-3 mots, pouvez-vous me dire comment fonctionne ça? 2-3 mots vraiment. Exactement, c'est un club de leadership, développement personnel, essentiellement tourné vers le civisme, la citoyenneté, la prise d'action de développement à la base pour les populations de manière générale, mais également pour la bonne gouvernance. C'est un club qui est en train de faire son maillage au niveau national. Il y a déjà les cellules, il y a Guillaume le président qui est là, Matar le secrétaire général, Iba chargé de la communication EMEA. Donc c'est un club qui a des cellules dans chaque ENO, comme au niveau de l'université virtuelle, il y a des ENO, il y a des cellules et dans chaque cellule, il y a un président. Mais au niveau national aussi, il y a un maillage et on compte s'investir pour le développement de ce pays. D'ailleurs, on a une journée le 27 qu'on appelle la rentrée solennelle. C'est en fait comme thème, on a comme thème la cité a besoin de nous. Très bien. C'est-à-dire s'investir pour la cité. Merci. Voilà. Merci d'être venu nous tenir compagnie pour l'enregistrement de cette émission. Merci à tous ceux qui sont passés sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Impression. Au revoir.